Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sous le soleil de l'Ardèche. Enfin, quoique là, il commence à baisser un petit peu. C'est vrai que c'est surprenant, on est au mois de décembre, à 16 degrés, alors que ça dégelait pas il y a quelques semaines, pas si longtemps que ça. C'est vrai que le climat est particulièrement surprenant. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous propose de prendre un thé avec moi parce que nous allons parler de la mémoire de l'art. Voilà, vraiment, le livre est très joli. C'est important. C'est vrai que j'aime bien l'auteur, c'est Cyril Thier. J'espère que je prononce correctement. Voilà. Hein. Je vous le montre de près. Il s'accompagne d'une carte avec les œuvres dont on va parler dans ce roman. Et donc voilà, c'est un livre vraiment très agréable, écrit. Disons que l'impression, voilà, est assez claire. Les paragraphes sont aérés et c'est facile de lecture. Je le précise parce que je sais que pour certains, les petits caractères, on en reparlera d'ailleurs, mais les petits caractères, c'est vrai qu'ils peuvent poser problème au niveau de la vue. Alors aujourd'hui, je présente, c'est mon chat Spooky qui vous présente la mémoire de l'art. Parce que pour ceux qui l'ont en vidéo, c'est vrai que quand je prenais les photos tout à l'heure du roman, il était tout le temps autour de moi et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Du coup, je me suis dit, bof, je vais le mettre sur les photos. Après tout, il est toujours sur mes genoux quand je lis. Donc, sincèrement, ce roman, cette aventure, je l'ai littéralement dévoré. Je crois que je pourrais même le relire, tellement c'est bien écrit et assez fascinant. Je l'ai lu, mais d'une traite. Et puis je tarde à le chroniquer et du coup je vais jouer un peu avec ma mémoire. Ça c'est pas bien du tout. Je remercie l'auteur qui m'a envoyé ce roman avec une dédicace vraiment charmante et il espérait que ces aventures un peu folles me procuraient un maximum de plaisir. Et ben oui, c'est vrai que c'est tout à fait ça, un maximum de plaisir. C'est le style de roman que j'avais vraiment pas lu depuis très longtemps. Et qui fait presque du bien. L'auteur se présente comme un raconteur d'histoires, hein, j'ai bien aimé. Et il s'est lancé dans l'écriture. Il a écrit d'abord beaucoup de nouvelles. Apparemment, enfin, je n'ai pas lu, mais il a écrit des nouvelles et là, la mémoire de l'art, c'est vraiment une aventure et beaucoup de mystères dans le monde des grands maîtres de la peinture. C'est son premier roman. Il s'est mis à faire quelque chose de plus long et c'est vraiment très réussi. C'est les toutes premières lignes sont déstabilisantes. Bon, c'est un prologue, ok. Alors je vais pas vous les lire parce que je vais vous laisser le plaisir de les découvrir. Mais vous allez voir la manière dont, dès les premières lignes, l'auteur
nous fait voyager dans le temps et dans l'art. C'est un livre aussi en 2 parties. Et la première partie commence à Paris, le 13 mars 2019. Et Max Borel a une galerie. Et il est tout joyeux ce jour-là parce que il a vendu toutes les toiles d'un jeune peintre totalement inconnu au bataillon. Mais du coup, effectivement, ça fait pas mal d'argent pour sa galerie et qu'il partage avec sa mère qu'il ne supporte pas. Et il se dit qu'il va enfin pouvoir prendre son indépendance et il est vraiment heureux. Et on peut le comprendre. Hein. C'est vrai que, puis bon, pour l'artiste aussi. Et puis, c'est le jour des surprises hein, pour Max. Et la deuxième surprise s'appelle Louise et c'est une très belle jeune femme, docteur en histoire de l'art. Donc ça introduit bien le sujet. Il y a beaucoup de choses que je vais pas dire pour ne pas vous donner d'indices. Parce que je crois que c'est vraiment une aventure à lire sans avoir quelque chose de trop chroniqué. C'est un livre sur lequel on peut alors tomber par hasard, non. Parce que c'est un auteur indépendant, donc non. Mais c'est vrai que c'est une couverture qui est très attractive et qui éveille la curiosité. Et finalement, on a juste envie de savoir, de découvrir, voilà, et pas d'avoir des tas d'indices. C'est dommage. Donc je vais vous raconter un peu une histoire. Mais quand vous lirez le roman, vous découvrirez que c'est pas tout à fait la même histoire. Alors Max est avec Louise au Louvre et ils admirent la lecture. C'est une toile de Renoir que vous retrouverez d'ailleurs sur la carte. Et puis voilà, ils discutent et d'un seul coup, il lui annonce là comme ça que lui aussi, il a que lui a une autre version de ce tableau. Alors, Louise, elle en a les bras qui tombent parce qu'elle lui dit mais t'as un Renoir hein. Et bon, alors il lui fait un peu le compte de ce qu'il a comme tableau de maître dans le coffre de sa chère mère. Mais par contre, ça fait partie de l'histoire de sa famille et pour lui c'est un fardeau. Il va pour expliquer qu'il a jamais vraiment montré ses toiles. Déjà, il peut pas parce que il a pas la clé du coffre de sa chère mère. Mais en plus, c'est vrai que il a un passé qui est douloureux pour lui. Et cette histoire, en racontant les toiles, il va évoquer les souvenirs qui commencent en fait en juin 1940 et bien sûr vous avez déjà compris que mais ça la 4e de couverture en parle, ce ne sera donc pas une surprise mais on va bien parler du trafic de l'art pendant entre autres la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'il y a un passage qui m'a particulièrement marqué. Si on a pu compter environ 1% de la population dans la résistance en 1944, ce chiffre était probablement bien plus faible au début de la guerre. Et c'est vrai que quand on parle de notre pays comme le pays de la résistance, je suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'effectivement ces personnes
ceux qui sont rentrés dans la résistance avaient le sens du sacrifice. Et l'homme n'a pas tellement... l'homme est le seul animal sur cette planète qui n'a pas ce... Il n'a pas le sens du sacrifice. Enfin, il comprend pas que mieux vaut sacrifier une personne plutôt que d'en perdre. Et là, l'héritage de Max, c'est encore pire pour lui, provient justement des acquisitions de son grand-père maternel, je précise, donc d'où la relation exceptionnelle avec sa mère. Disons que pour son grand-père, les déportations ont été bien arrangeantes pour ses affaires. Et il dévoile un peu la façon dont sa famille a pu avoir des biens mobiliers, immobiliers, et donc effectivement des œuvres d'art. De son côté, Louise, elle a été bouleversée par l'histoire d'une dame, une dame qui a 86 ans et qui s'appelle Mira, qui a échappé petite fille de justesse à la déportation de toute sa famille. Par contre, bien sûr, sa famille fait partie de ceux qui ont été spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et étrangement, Mira habitait donc petite dans la maison où Max habite actuellement. Et c'était la galerie aussi de sa famille. Voilà, la galerie d'art de sa famille. Mira, elle est de passage à Paris et du coup, elle en a profité pour venir voir des toiles qui ont été récemment confisquées par l'OCBC. J'expliquerai ce que c'est un peu plus tard. Mais comme elle n'a pas pu récupérer ses biens pour des raisons un peu ridicules, elle essaye à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ressort, elle essaye de faire jouer sa mémoire. Et en fait, elle va rentrer dans la maison de Max par l'intermédiaire de Louise, qui fait des ateliers, et cette maison, elle cache bien des secrets, comme Louise d'ailleurs. Et on se demande au final si Mira va retrouver les toiles de sa famille. Et c'est l'histoire de cette dame et de la maison. C'est la première partie de l'aventure. Donc ça, je préfère ne pas trop en dire, parce que sinon je vais m'emballer. Étant donné que j'étais super bien partie dans ce roman et que ma mémoire revient assez vite, je vais pas trop m'étaler. Voilà, mais sachez que tout part de là, de cette première partie, et de cette vieille dame qui est d'ailleurs un personnage qui est adorable et touchant. La seconde partie va nous transporter au musée du Louvre. Alors, pas beaucoup plus tard, parce que c'est le 25 mars 2019. Max et Louise, alors suite à leur découverte, se questionnent sur l'authenticité d'une œuvre de Johannes Vermeer. Donc, pareil. Donc, ils réfléchissent devant cette toile et je vous laisse découvrir aussi leur pensée profonde. Mais vous allez découvrir, grâce à la plume de l'auteur, vous allez découvrir ou redécouvrir le Louvre et des œuvres qui m'ont poussé, moi, à faire des recherches. Et je pense que si on est curieux,
effectivement, on essaye de voir un petit peu l'histoire de toutes ces toiles. Max aussi est un personnage très attachant parce qu'il s'implique dans une enquête. Alors peut-être, enfin, moi je l'ai vu comme ça, mais pas forcément. Hein. C'est peut-être un peu pour réparer les fautes de ses ancêtres. Louise nous apprend beaucoup sur l'art en général, comme les pigments utilisés pour les couleurs des peintures. Bon, moi je le savais, mais c'est vrai que il y avait une certaine valeur du bleu. Et quand il y a commencé des toiles, il y a une galerie au Louvre hein, où il y a des toiles qui représentent des scènes bon, plutôt bibliques avec beaucoup de bleu. Et comme il y a énormément de bleu, c'est parce que c'était commandé par des familles qui avaient beaucoup d'argent. Parce que le bleu... Vous noterez que le bleu n'est pas dans la nature, enfin disons dans le ciel, mais c'est pas facile d'en faire une teinture. Moi j'ai trouvé que c'était une très belle aventure qui est distrayante et culturelle. Le musée du Louvre, j'ai eu la chance, quand je vivais à Paris, de bosser pour une très grosse boîte, et donc j'avais un pass pour aller au Louvre. J'allais vraiment, je pouvais y aller à volonté. Voilà, en fonction de mes envies, des expositions qu'il pouvait y avoir, parce qu'il y a des expositions permanentes et d'autres qui ne le sont pas. Et puis, je suis vraiment souvent allée m'inspirer dans ce lieu, et le Louvre est un endroit particulier pour moi que je n'oublierai pas. Je ne vis plus à Paris, et voilà. Je me suis toujours d'ailleurs demandé, parce que le Louvre est ne serait-ce que le lieu, même s'il était vide, je crois, est chargé d'histoire, et quand on visite les galeries, bah, elles ont chacune leur thème, et je vous promets que j'y suis allée un grand nombre de fois et que je suis loin d'avoir tout vu. Et de ce que j'ai vu, ben, je suis loin aussi d'avoir tout retenu. Mais il y a un truc qui m'avait fait vraiment sourire, c'est que il y avait toujours une file d'attente gigantesque pour aller voir la Joconde. Et chose assez marrante, c'est que des fois il y avait à la place un petit panneau en restauration ou pas là, et comme si au Louvre il y avait que la Joconde. Alors là, effectivement, on va parler dans cette aventure de société secrète. Est-ce qu'il y a vraiment des sociétés secrètes qui ont pour mission de protéger notre patrimoine artistique? Franchement, j'en ai aucune idée, mais j'ai jamais exclu cette possibilité. Parce que l'art, et surtout les œuvres de ce type de musée, ont une valeur marchande. Et je crois que l'homme est vraiment capable de tout pour défendre un capital. Plus qu'une histoire, mais bon, plus que le patrimoine, malheureusement, le patrimoine historique n'est pas si bien protégé que ces œuvres. Mais par contre, que ces sociétés soient réelles ou pas, elles inspirent quand même pas mal de romans. Enfin, pas mal. J'en ai lu 2. Mais j'ai trouvé quand même que c'était une belle inspiration.
Et en fait, ce type de roman me montre ce que mes yeux ne voient plus forcément, enfin nos yeux ne voient plus forcément, c'est la beauté. Tout simplement, enfin voilà, la béatitude, c'est quelque chose que je faisais énormément pour lire en plus. Je me posais, je regardais une toile et je lisais. Le Louvre restera dans mon histoire personnelle. Et puis l'art, c'est aussi pour moi, enfin c'est pour tout le monde d'ailleurs, c'est une forme d'expression. Les artistes dévoilent des scènes historiques d'époque et tout ce qui rentre dans l'art comme ça exprime quelque chose, non seulement de notre histoire, mais très probablement aussi de la manière de vivre, des sentiments profonds. C'est un roman qui m'a fait penser à quelqu'un. Alors je vais pas le dire, mais c'est vrai que j'ai envie de lui offrir. Je suis sûre qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'art. Voilà. Alors je m'y suis intéressée énormément et puis depuis je vis totalement d'une autre manière et bon j'ai laissé de côté. Dans ce roman, vous allez découvrir franchement une magnifique plume. C'est vrai que l'auteur nous offre un cadeau avec ce roman. Les 394 pages, et ben je les ai tournées trop vite et tous les mystères de l'art m'ont tenu jusqu'à la dernière ligne. Le suspense est addictif. C'est pas du tout un thriller, mais il y a une enquête. Comme je veux pas trop en dévoiler, je vais pas en parler, mais il y a une enquête. Donc il y a bien donc qui est parti du vol des œuvres des Juifs et cette enquête part de là. Il y a aussi l'amour traverse les pages, c'est assez incroyable. Alors il y a l'amour de l'art déjà, mais il y a aussi l'amour entre les deux personnages principaux, Max et Louise, qui se complètent franchement et qui se posent mutuellement des questions. Et l'un l'autre, finalement, ils s'ouvrent des passages dans l'enquête. Ils sont vraiment complémentaires, c'est extraordinaire. Le style d'écriture, vous allez voir, c'est très particulier parce qu'il est coupé avec un rythme particulièrement rapide et vif. Il y a un style qui est logique, parce qu'il y a aussi raisonnement, démonstration. Je suis sûre que l'histoire vous laissera en doute, tellement l'auteur a enrichi ses phrases de faits qui sont réels. Les causes et les conséquences. Et du coup, c'est vrai que dans une œuvre littéraire, hein, quand il y a beaucoup de vérité, on se dit pourquoi pas. Donc oui, donc je l'ai dit, c'est saupoudré d'un style affectif, voilà, qui est chargé d'émotions et c'est déstabilisant parce que en fin de compte, en lisant,
on a envie de s'enfermer dans la logique, mais il y a tout cet affectif qui vient un peu bouleverser la logique et nous emmener ailleurs. Et l'auteur termine sur ces mots, que l'art demeure. Mais avec vous le verrez, une question. Alors j'attends la suite, parce qu'il y a, en fin de roman, il y a quelques lignes du début d'autres choses, et franchement, ça me ferait bien plaisir de lire la suite. C'est une jolie découverte, c'est vraiment une belle plume. Et comme je l'ai dit, l'histoire, elle est basée donc sur des faits réels. Hein. La première collection qui a été visée en France concernant les Juifs, c'était celle des Rothschild. Mais en fait, les musées aussi, les collections privées dans les pays occupés, les nazis ont justifié ce pillage parce que Hitler avait projeté un super musée, voilà. Bon. Et le sachant, et c'est pour ça que je parlais des sociétés secrètes tout à l'heure, hein, certains États ou même des particuliers ont pris des mesures pour évacuer tous les chefs-d'œuvre avant l'invasion. Hein. Et justement, le musée du Louvre en fait partie. Elles ont été en partie transférées dans un château et on peut se demander après elles ont voyagé, donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps C'est vrai que les Alliés ont retrouvé la Madone de Michel-Ange dans un endroit totalement improbable. Après la Libération, les autorités françaises ont élaboré des textes affirmant la nullité des actes de spoliation intervenus pendant la période d'occupation. Voilà. Il y a des organismes qui ont été créés et donc effectivement on en parle dans ce roman, l'OCBC qui a été créé en 1975 et qui est un service d'enquête de la direction centrale de la police judiciaire. Ils ont la compétence nationale, donc il y a des policiers, des gendarmes. Il s'occupe de tout ce qui est trafic illégal de biens culturels. Donc bien sûr, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que en fait, c'est surtout le trafic illégal, c'est surtout qui génère des profits phénoménaux dans un trafic mondial, voilà. Et cet organisme est engagé dans la lutte contre la discriminalité. Voilà. Donc, vol, recès, voilà, les faux, l'escroquerie. Et ils interviennent aussi dans la lutte contre le pillage et le trafic des biens archéologiques en provenance des zones de conflit. Donc, il y a beaucoup de vérité, beaucoup de réalisme dans ce roman. Et donc, puisque tout ça est vrai, je vous laisse vous poser la question. Que pensez-vous du reste? Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là sur ces questions, sachant que je publierai ma chronique rédigée lundi, parce que là, je pense que tout le monde va aller réveillonner. Alors moi, je suis allée manger. Je suis pas. C'est vrai que je suis allée manger avec deux amis
hier soir et je me suis pas couchée si tard que ça, mais comme j'ai pas l'habitude, c'était compliqué pour moi ce matin. Alors je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et puis je vous retrouve l'année prochaine en 2022 pour vous parler de littérature et puis du projet qui commence à plus, enfin c'est plus au stade de projet, ça se concrétise. Nous travaillons à faire circuler la lecture des auteurs indépendants et des petites maisons d'édition qui ont énormément souffert et qui souffrent encore d'ailleurs de la crise sanitaire. Il y a beaucoup trop de dédicaces, de petits salons qui sont annulés, puis annulés à la dernière minute. C'est très compliqué pour eux, puisque n'ayant pas de maison d'édition, ils sont pas forcément présents dans les librairies, ils sont pas, donc à part la commande par correspondance, il n'y a pas tellement de possibilités. Et puis même par correspondance, il faut déjà les connaître, en avoir entendu parler. En général, je vous en parle. Mais si vous pouvez regarder cette vidéo, c'est que vous avez Internet. Or, c'est vrai que en marchant par ici, je me suis rendu compte. Alors, on est, je sais pas, en bout de ligne, je sais pas quoi, mais c'est vrai qu'on a déjà un réseau tout pourri. Et il y a énormément de hameaux qui n'ont pas du tout de Internet. Alors, déjà, il y a ceux que ça n'intéresse pas du tout. Bon, il y a des plus jeunes qui utilisaient, parce qu'à 20 km, il y a une ville où il y a un point de connexion, donc c'est vrai que c'est très utilisé. Il y a aussi une médiathèque. Le problème, c'est que maintenant, tout est soumis à passe et repasse, et que les gens en ont marre, et que la lecture, l'écriture, ça manque. Étant donné que moi je suis assez nomade de par ma profession, j'ai rencontré ces personnes et ça fait déjà un moment que je partage des lectures, que je partage de l'écriture, qu'on discute. Et c'est mes chevaux qui portent les livres. Et en fait, on est un petit groupe à avoir décidé de développer, de créer du lien, de faire circuler le livre de différentes façons. Donc il y a encore des tas d'idées qui arrivent, les statuts ne sont pas faits. Mais cette association va s'appeler l'Écrin du Barde. On présentera essentiellement, des auteurs indépendants, des auteurs indépendants qui ont une écriture, une belle écriture, pas non plus des toutes petites maisons d'édition, parce qu'elles ont la même difficulté. Et puis, on va éditer de façon trimestrielle un petit magazine avec justement le récapitulatif de ce qui a été lu, chroniqué, parce que là, c'est vrai que c'est fait sur un blog, mais les personnes qui n'ont pas accès à Internet, elles n'ont pas accès à ce blog. Et il sera imprimé et distribué à ces personnes qui n'ont pas Internet. Voilà, il y a une cagnotte qui a été ouverte pour démarrer, c'est-à-dire que pour acheter certains livres qu'on pourra prêter. On prend aussi les commandes pour les achats, donc en relation avec les auteurs, on fait dédicacer les livres, c'est toujours bien agréable et beaucoup plus... C'est personnel, c'est celui qui aime les livres adore avoir un livre dédicacé, c'est mon cas.
c'est vraiment quelque chose qui est spécialement pour moi. Et puis, il y a beaucoup de choses qui s'en dégagent et c'est vrai qu'on va faire un peu librairie, bibliothèque et puis des cercles de lecture aussi. Et moi, je me déplace à cheval dans les chemins, donc j'ai accès à beaucoup d'endroits où on peut pas vraiment aller en véhicule motorisé. Puis ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, avec ma voiture, je peux pas y aller, ça c'est une évidence. Et d'essayer donc de recréer du lien et puis de donner vraiment l'accès à la lecture pour tous. Voilà, dans cette crise qui met quand même, là on parle d'art, hein, mais ça en fait partie, et qui met quand même, qui touche particulièrement le milieu de la culture. Alors pas que, attention, mais ça touche énormément le milieu de la culture. C'est déjà pas forcément ce qui fait la une habituellement, et je trouve que c'est dommage parce que bien sûr l'art demeure, mais la lecture aussi. Donc si le projet vous intéresse, vous pouvez encore nous rejoindre. Vous pouvez me contacter, il y a un formulaire de contact sur mon blog. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Je vous parlerai des druides, entre autres. Donc voilà, ça n'aura rien à voir, quoique l'art celtique existe et très, très belles choses. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et je vous dis à très bientôt.